C'est parti pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France en compagnie comme tous les jours de Christophe Dard et nous restons aujourd'hui sous le Second Empire, Christophe, de 1852 à 1870 avec à sa tête l'empereur Napoléon III. C'est une période de transformation politique, économique et sociale de très grande ampleur. Alors si nous avons parlé du rôle important joué par les Rothschild et les Pereire durant le Second Empire, qu'en est-il de la place générale des Juifs en France à cette époque ? Eh bien c'est la question que nous allons aborder ce matin avec vous Christophe. Et d'abord, comme James de Rothschild et les frères Pereire, certains juifs vont bâtir d'importantes fortunes au cours du Second Empire. On peut aussi ajouter des réussites politiques comme celle d'Adolphe Crémieux, bien sûr, ou encore d'Achille Fould, qui va exercer plusieurs fonctions de ministre dans la période impériale. Et oui, c'est le fils de Ber Léon Fould, banquier juif, mais converti quant à lui, donc quant à Achille au protestantisme. Il a été 3 fois ministre des Finances entre 1849 et 1852 sous la Deuxième République, puis ministre d'État et de la Maison de l'Empereur, c'est comme ça que ça s'appelait, de 1852 à 1860, et à nouveau ministre des Finances de 1861 à 1867. Donc vous voyez une carrière ministérielle bien remplie. Il a aussi été député sous la monarchie de Juillet et la Deuxième République, et également sénateur pendant 15 ans, de 1852 à 1867. On peut donc dire, Ilana, qu'à lui seul, il résume cette réussite sociale pour de nombreux juifs sous le Second Empire. Alors vous parlez de réussite, mais ces réussites sont très rares et les juifs vivent dans l'ensemble très modestement quand même. Toutefois, l'ascension sociale de nombreuses familles juives entraîne une forte émigration des juifs des campagnes vers les grandes villes. Et évidemment aussi l'émancipation qui a pu jouer en faveur à cela. Les juifs alsaciens qui commencent à quitter par exemple les villages où ils résidaient souvent dans la misère pour habiter à Strasbourg. Dans le Midi, beaucoup partent à Marseille et dans le sud-ouest, des familles s'installent à Bordeaux. Mais c'est bel et bien à cette époque vers Paris que l'émigration est la plus forte. La ville est alors en pleine transformation grâce au préfet de la Seine, vous savez, le fameux baron Haussmann, qui notamment a permis la construction de tous ces beaux immeubles, d'ailleurs qu'on a pas très loin de notre radio. Et à Paris, les Juifs passent ainsi en 10 ans, de 1851 à 1861, de 10 000 à près de 15 000, et en 1870, ils sont près de 25 000 à Paris. À l'époque, certains espèrent fusionner les différents rites du judaïsme pour créer un seul et même rite français, une démarche aussi ambitieuse que délicate. Oui, cela remonte même précisément à 1846, on était donc à la fin du règne de Louis-Philippe, et c'est ce qu'on apprend par exemple dans l'ouvrage de David Cohen, La promotion des Juifs en France à l'époque du Second Empire, paru au début des années 1980. Et déjà à l'époque, en 1846, lors de l'élection du grand rabbin de France, ce projet est évoqué. Cette réunion pourrait avoir lieu sans obstacle, je cite, par la fusion de 2 rituels, par l'introduction des mêmes mélodies religieuses dans toutes les synagogues et par la substitution dans la lecture de l'hébreu de la prononciation portugaise à la prononciation allemande, également répudiée par le goût, la tradition et la science. En 1856, une commission mixte sera même créée avec des personnalités ashkénazes autour du grand rabbin marchand Henry et des personnalités séfarades, philosophes, orientalistes, notables, universitaires proches des Rothschild. Tout ce beau monde discute d'une possible fusion des rites pendant plusieurs années. Mais finalement, le projet est progressivement abandonné alors que les Juifs étaient prêts à faire des concessions. Par exemple, les Juifs allemands étaient favorables pour adopter la prononciation séfarade pour la prière et même à introduire des mélodies séfarades dans les prières les plus importantes. Et on peut penser, parmi les hypothèses, en effet, que si les Juifs ashkénazes plus nombreux acceptent un rite commun, les séfarades minoritaires craignent de perdre leur tradition, alors que le consistoire, par exemple, est dominé justement précisément à l'époque par les ashkénazes. Et puis aussi peut-être des raisons sociologiques, géographiques, Ilana. Les Juifs dits portugais, surtout présents sur la région de Bordeaux, dans le Midi et à Paris, sont des notables bien intégrés qui gagnent globalement plutôt bien leur vie, tandis que les ashkénazes, ceux de l'Est de la France, sont souvent rejetés à la marche. Ils vivent donc majoritairement dans cette partie du pays, souvent dans la misère. Du coup, les litiges entre les deux administrations, ashkénazes et séfarades, se poursuivent et sont même de plus en plus nombreux. Le consistoire de Paris a la lourde tâche de trancher le montant des recettes, la destination à donner à une donation ou à un legs, mais d'autres affaires viennent compliquer cette relation entre ceux que l'on appelle les Juifs portugais et les Juifs allemands. En 1857, la commission du temple portugais s'étonne même, par exemple, qu'aucun séfarade n'ait été inclus dans la commission de réforme du rituel. En 1860, c'est un certain Jules Carvalho, ingénieur juif portugais, qui va d'ailleurs participer cette année-là à la création de l'Alliance israélite universelle, qu'il faut le rappeler, née en France, qui écrit au secrétariat du consistoire de Paris qu'il a rayé des
liste des éligibles sous prétexte qu'ils ne figuraient pas sur la liste électorale de la circonscription de Paris. Alors ce même Jules Carvalho est finalement élu au consistoire, mais il doit démissionner. Il est en effet révoqué de son poste d'ingénieur des ponts et chaussées après avoir contribué à la création des chemins de fer romains, dont le principal promoteur était le banquier Jules Mirès, qui fait banqueroute en 1861. Le consistoire ne veut du coup sans doute pas que sa réputation soit ternie par les déboires de Carvalho, d'autant que ce dernier a écrit en 1860 un ouvrage qui s'appelle Les Déicides, en réaction à une violente campagne de presse anti-juive déclenchée par des journaux catholiques suite à une souscription lancée par Adolphe Crémieux en faveur des chrétiens d'Orient. Le consistoire a donc peut-être considéré que cet ouvrage, Les Déicides, est trop virulent vis-à-vis des chrétiens, et d'ailleurs plusieurs radiations vont être décrétées au sein des juifs portugais au cours des mois suivants. D'ailleurs, il y a peut-être des raisons politiques à ces tensions qui vont s'accroître au sein du consistoire dans les années 1860. Napoléon III n'est sans doute pas étranger à cette situation. En effet, certains juifs portugais, riches comme les Pereire, sont proches de l'empereur dans les années 1850, mais à partir de la décennie suivante, certains d'entre eux essuient des faillites et des banqueroutes comme les Pereire, justement, alors que dans le même temps, les Rothschild reviennent en grâce auprès de l'empereur, qui se fait même inviter au château de Ferrières, château dont le propriétaire est James de Rothschild. Napoléon III donc peut-être voulu à cette époque-là commencer à favoriser les Ashkénazes au sein du consistoire plutôt que les séfarades, qu'il appréciait sans doute moins. En tout cas, ces querelles internes au sein de la communauté retardent la construction d'une nouvelle synagogue à Paris, alors que face à l'augmentation du nombre de juifs dans la capitale, il devient rapidement urgent de construire un nouvel édifice. Et oui, la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, qui a été construite en 1830 et qui a été rénovée et agrandie en 1851, ne suffit plus, trop petite, et en plus elle est située dans un quartier moins prestigieux que celui de l'Opéra où toute la bourgeoisie juive s'est installée, sauf que devant les difficultés d'entente au sein des juifs allemands et portugais, le consistoire veut d'abord construire 2 synagogues pour ne pas créer de nouvelles tensions. Et cela, le problème, c'est que ça coûte évidemment très cher et du coup c'est impossible. Et ce n'est qu'en 1867, sous l'égide du grand rabbin Lazare Isidore et de Gustave de Rothschild, que les travaux de la synagogue de la Victoire débutent enfin. Un terrain offert à la ville de Paris par la famille impériale. Les travaux de la synagogue sont d'ailleurs principalement financés par la famille Rothschild. Le lieu de culte est situé sur l'emplacement d'un hôtel particulier offert en cadeau de mariage par Napoléon Bonaparte à son frère Louis lors de son mariage par le passé avec Hortense de Beauharnais, Louis et Hortense qui sont les parents de Napoléon III. Initialement, la grande synagogue devait ouvrir sur l'actuelle rue de Châteaudun, beaucoup plus large que la rue de la Victoire. Mais l'épouse de Napoléon III, l'impératrice Eugénie, a refusé que l'entrée d'une synagogue puisse se faire à mi-chemin entre les 2 églises du quartier. On peut penser que du coup, l'impératrice Eugénie n'aimait peut-être pas trop les juifs, du moins pas autant que Napoléon III. Et d'ailleurs, la guerre entre la France et l'Allemagne en 1870, puis la Commune vont mettre les travaux entre parenthèses. Vous savez que lors de ces événements, Paris a énormément souffert. Et du coup, ce n'est qu'en 1874, quand on est repassé à un régime présidentiel, on reviendra à cela plus tard, que la synagogue de la Victoire est enfin inaugurée, puis ouverte au public en 1875. Et le Second Empire marque aussi la construction d'autres synagogues en France, notamment à Lyon et à Marseille. On aura l'occasion d'en reparler certainement. Merci Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France. Votre feuilleton quotidien sur Radio J est retrouvé bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr.